Et si un petit pays presque effacé des radars internationaux venait de faire trembler toute l'Afrique de l'Ouest? Imaginez la scène. Un territoire discret peu mentionné dans les médias mondiaux qui décide soudain d'impulser un bouleversement dont l'onde de choc se propage bien au-delà de ses frontières. C'est exactement ce qui vient de se produire avec la Guinée-Bissau, modeste nation côtière d'Afrique de l'Ouest qui vient de claquer la porte de la CEDEAO. Pour beaucoup, la Guinée-Bissau n'était qu'un point sur la carte, un pays de moins de 2 millions d'habitants, souvent associé à l'instabilité chronique, aux coups d'État à répétition et au trafic en tout genre. Mais en quelques semaines à peine, ses dirigeants ont choisi de défier non seulement l'ordre régional, mais aussi les grandes puissances qui, depuis des décennies, influencent l'Afrique de l'Ouest en coulisses. Leur geste ne s'arrête pas là. Les autorités bissau-guinéennes accusent ouvertement la France d'ingérence, une accusation grave aux résonances historiques profondes qui rappellent les débats sur la France-Afrique et les décennies de tutelle postcoloniale. Elles dénoncent un système régional dicté par des intérêts étrangers, notamment ceux de Paris, mais aussi de Bruxelles et de Washington, et affirment leur volonté de se libérer de ce carcan. Mais c'est la suite qui va bouleverser tous les calculs stratégiques. La Guinée-Bissau décide d'ouvrir son littoral atlantique aux 3 juntes militaires enclavées, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Jamais depuis leurs indépendances, ces régimes n'avaient eu accès à la mer. Désormais, grâce à ce geste, ils disposent d'une fenêtre stratégique sur l'Atlantique, une première historique qui redessine la carte géopolitique régionale. Ce départ fracassant de la CEDEAO n'est donc pas qu'un simple geste de défi. Il marque la naissance d'un système parallèle, une rupture inédite avec l'ordre ouest-africain établi depuis plus de 40 ans. Une alliance de régimes militaires, s'appuyant sur la promesse d'une souveraineté totale face aux anciennes puissances, revendique désormais le droit de repenser alliances, flux économiques et modèles politiques. Derrière ce séisme politique, c'est l'avenir de toute la région qui s'écrit en temps réel. Cette dynamique ouvrira-t-elle la voie à une renaissance souveraine, à une véritable indépendance des nations africaines, ou entraînera-t-elle l'Afrique de l'Ouest vers l'isolement, la fragmentation et une instabilité chronique ? Pour répondre à cette question, il faut explorer l'histoire, les précédents et les scénarios possibles qui se dessinent. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, revenons d'abord sur les faits et le contexte qui ont mené à cette rupture sans précédent. Pourquoi la Guinée-Bissau, si discrète jusqu'ici, s'est-elle retrouvée au cœur de cette tempête régionale? Quels événements ont préparé ce basculement? Depuis plus de 4 années, l'Afrique de l'Ouest est secouée par une vague sans précédent de coups d'État militaires. Il y a 4 ans, le Mali tombait sous la coupe d'une junte. 1 an plus tard, c'était au tour du Burkina Faso, puis le Niger. Ces 3 pays, déjà fragilisés par l'insécurité, l'extrême pauvreté et les conflits internes, ont vu leurs élites civiles balayées par des militaires promettant de restaurer l'ordre et la souveraineté. La CEDEAO, organisation fondée en 1975 pour garantir la stabilité politique et l'intégration économique de la région, a toujours réagi avec la même stratégie. Suspension immédiate du pays concerné, sanctions économiques, menaces d'intervention armée. Ce fut le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais cette fois, à la surprise générale, la stratégie de la CEDEAO se révèle inefficace. Non seulement les juntes tiennent bon, mais elles se rapprochent, formant un bloc soudé par l'adversité. Prenons l'exemple du Mali. Après son retrait de la CEDEAO en début d'année, il a rapidement cherché de nouveaux alliés. Des accords militaires ont été signés avec la Russie, la Turquie et même l'Iran. Le Burkina Faso, à son tour, a multiplié les déclarations de défiance tout en renforçant ses liens avec le Mali et le Niger. Ces 3 pays ont ensuite fondé l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui se présente désormais comme une alternative à la CEDEAO et comme un rempart contre toute intervention étrangère. L'entrée fracassante de la Guinée-Bissau dans la crise n'a rien d'anecdotique. Ce petit pays, bordé par la Guinée et le Sénégal, occupe une position stratégique, avec un accès direct à l'Atlantique. Carrefour des routes commerciales, migratoires et criminelles, la Guinée-Bissau a longtemps été considérée comme un narco-État. Les réseaux de trafic de drogue, notamment la cocaïne, en provenance d'Amérique latine, y ont trouvé un point de passage vers l'Europe. Son passé récent est un enchaînement quasi ininterrompu de putsch et de gouvernements de transition depuis son indépendance en 1974. Mais cette fois, la junte va plus loin. Non seulement elle défie la CEDEAO, mais elle cherche à s'en affranchir totalement, quittant l'organisation de manière unilatérale. Ce précédent est lourd de conséquences. Il pourrait inciter d'autres pays à faire de même, affaiblissant encore davantage l'ordre régional. Pour la CEDEAO, le péril est existentiel.
L'organisation, qui réunit aujourd'hui plus d'une quinzaine de pays et représente une population de plus de 400 millions d'habitants, risque de perdre sa légitimité et son autorité. Son modèle d'intégration économique, fondé sur la libre circulation des biens et des personnes, sur la coopération en matière de sécurité et sur la solidarité face aux crises humanitaires, menace de voler en éclats. Les conséquences concrètes sont déjà perceptibles. Prenons l'exemple des frontières. En cas de rupture durable, les échanges commerciaux pourraient en s'effondrer, provoquant une flambée des prix et des pénuries. Les réseaux de lutte contre le terrorisme, déjà fragiles, risquent de se désintégrer. Les populations, déjà éprouvées par la pauvreté et l'insécurité, verraient leur situation empirer. Mais au-delà de ces enjeux économiques et humanitaires immédiats, c'est une véritable guerre d'influence qui se joue. Dans l'ombre de ces ruptures spectaculaires, les grandes puissances rivalisent donc pour s'assurer un accès aux ressources, aux marchés et aux alliances stratégiques. La Russie, la Chine, la Turquie et, dans une moindre mesure, l'Iran cherchent à profiter du vide laissé par la France et l'Union européenne, multipliant les accords militaires, les investissements et les opérations de communication. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la CEDEAO a perdu la main. Il y a encore 10 ans, elle était considérée comme un modèle de coopération régionale, capable de résoudre les crises par la médiation et le dialogue. On se souvient de son rôle lors de la crise ivoirienne en 2010 ou lors de la transition démocratique au Libéria. Mais aujourd'hui, la dynamique s'est inversée. Chaque sanction renforce la cohésion des juntes qui tournent le dos à toute pression extérieure et cherchent de nouveaux alliés. La sortie de la Guinée-Bissau ouvre la voie à des recompositions inattendues. Désormais, chaque acteur tente de redéfinir son avenir. On peut comparer cette situation à celle de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. L'effondrement d'un ordre régional, la multiplication des alliances de circonstances et le risque permanent de fragmentation violente. Mais qui profitera vraiment de ce nouvel ordre en gestation? Les juntes militaires qui prétendent incarner la souveraineté populaire, les puissances extérieures qui cherchent à s'implanter durablement dans la région, ou les populations qui aspirent à une vie meilleure mais qui risquent de payer le prix fort de l'instabilité. Et si la véritable rupture ne tenait pas tant à l'armée qu'à une révolution dans la conception même du pouvoir africain? On assiste ces dernières années à une révolte contre les élites traditionnelles accusées de collusion avec les intérêts occidentaux. Ce mouvement, porté par une jeunesse connectée, éduquée et de plus en plus consciente de son potentiel, réclame une nouvelle donne. Au lendemain du coup d'État, la junte de Guinée-Bissau ne se contente pas de saisir le pouvoir. Elle accuse la CEDEAO d'être l'instrument, non de la solidarité africaine, mais des desseins de la France et des puissances occidentales. Pour le général Horta Anamemen, nouvel homme fort du pays, la CEDEAO trahit la souveraineté des peuples et perpétue leur dépendance. Il va même plus loin en appelant à la création d'un front souverainiste à l'échelle continentale. Ce discours fait écho à ce qui s'entend à Bamako, Ouagadougou, Niamey. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les juntes reprennent le même argumentaire. Selon elle, la CEDEAO agit comme complice d'une domination étrangère. L'organisation serait le relais d'une influence post-coloniale exploitant les ressources, imposant ses normes et ses priorités au détriment des besoins locaux. Ce récit souverainiste, autrefois marginal, attire désormais une génération entière. Dans les rues de Conakry, Dakar, Niamey, les jeunes scandent « La rupture, c'est refuser de servir des intérêts venus d'ailleurs ». Sur les réseaux sociaux, ce discours trouve un écho puissant, alimenté par la lassitude profonde face aux promesses trahies de la communauté régionale. Les hashtags appelant à la souveraineté et à la fin du néocolonialisme se propagent à grande vitesse. La légitimité de la CEDEAO s'effrite. De garant de la stabilité, le bloc devient, dans bien des pays, le paravent derrière lequel s'abritent les vieilles dents en puissance. Les sanctions, les suspensions, les menaces ne font plus peur. Elles nourrissent la conviction que la CEDEAO défend un ordre dépassé, imposé de l'extérieur. Dans certains cercles, on compare la situation actuelle à la fin de l'Union soviétique, lorsque les républiques satellites ont commencé à revendiquer leur indépendance vis-à-vis de Moscou. La Guinée-Bissau, longtemps en marge de la sphère d'influence française, rejoint ce mouvement. Son engagement dépasse ses frontières. C'est la voix d'un contre-modèle africain, d'une nouvelle idée de la puissance qui s'élève. Son départ lance un message fort. La rupture ne s'arrête plus au Sahel. Elle déferle sur toute l'Afrique de l'Ouest. Bientôt, d'autres pays pourraient en suivre, renforçant la dynamique de fragmentation. Mais ce basculement n'est pas sans péril. Si la CEDEAO perd sa crédibilité, la cohésion régionale s'effondre. Le risque, c'est l'effritement du lien interétatique.
La multiplication des conflits locaux peut être la fin de la paix fragile entre voisins. On se souvient de la guerre du Libéria dans les années 90, lorsque l'absence d'une organisation solide avait conduit à une décennie de chaos et de violence. Pourtant, la crise ne se limite pas à la politique ou à l'idéologie. Derrière les discours, d'autres forces avancent. L'économie et la géographie s'invitent dans la bataille, bouleversant l'équilibre du jeu régional. Comment ces nouveaux rapports de force redessinent-ils l'avenir de la région ? Un autre terrain, plus concret, attend de révéler ses failles. Un port change tout. Trois juntes et c'est l'Afrique de l'Ouest qui se redessine, sous les yeux d'un continent pris de court. En quittant la CEDEAO, la Guinée-Bissau n'a pas seulement défié l'ordre établi. Elle a offert au Mali, au Burkina Faso et au Niger ce qui leur manquait le plus, une porte directe sur l'Atlantique. L'étouffement économique dicté par l'enclavement et les sanctions s'effondre soudainement. Pour comprendre l'enjeu, il suffit de rappeler que le Mali dépendait jusqu'ici du port d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou de Dakar, au Sénégal, pour ses importations et exportations. Avec la rupture, ces accès sont fragilisés. Désormais, grâce à la Guinée-Bissau, l'AES peut envisager de contrôler sa propre logistique, d'importer du carburant, des biens de consommation et d'exporter ses matières premières sans passer par des voisins hostiles. L'AES, hier alliance de façade entre militaires, devient bloc réel. Avec une façade maritime, des ressources mutualisées et une géographie enfin repensée, une nouvelle dynamique s'impose. Économie connectée, sécurité partagée, ambition décuplée. On imagine déjà la construction de corridors routiers, ferroviaires ou même d'oléoducs reliant Bamako, Ouagadougou, Niamey et Bissau. Des projets similaires ont vu le jour dans d'autres régions du monde, comme le corridor nord-sud en Asie centrale ou les routes transamazoniennes en Amérique du Sud. Ce bouleversement aiguise l'appétit des puissances étrangères. Pour Moscou, c'est une opportunité. L'alignement militaire avec la Russie se concrétise par des livraisons d'armes, des conseillers, de nouvelles promesses d'investissement. Des entreprises russes, naguère absentes de la région, commencent à prospecter pour des contrats miniers ou pétroliers. Pour l'Occident, c'est une alerte rouge. Sa sphère d'influence rétrécit, ses intérêts stratégiques vacillent. Paris, Bruxelles et Washington multiplient les avertissements, mais peinent à proposer une alternative crédible. Mais le pari reste dangereux. La Guinée-Bissau, marquée par des décennies d'instabilité et de coups d'État, pourrait devenir le point faible de l'AES. Si ce petit pays s'effondre, toute l'alliance risque d'être contaminée, menaçant la cohésion durement acquise. Prenons l'exemple de la République centrafricaine. Après avoir accordé des facilités à des partenaires extérieurs, elle s'est retrouvée prise au piège d'une dépendance accrue et d'une instabilité persistante. La CEDEAO, privée de ses leviers économiques et diplomatiques, paraît impuissante. Elle assiste, spectatrice, à l'émergence de ce contre-système sans pouvoir l'enrayer. Son existence même est remise en cause. Survivra-t-elle à cette série de ruptures ? Certains analystes évoquent la possibilité d'une nouvelle CEDEAO, recentrée sur les pays côtiers, restés fidèles au modèle libéral et à l'intégration régionale. À présent, deux avenirs s'opposent. Si l'AES s'installe, c'est la CEDEAO et tout l'ordre régional qui pourraient s'écrouler. Mais si la fragilité interne l'emporte, c'est l'alliance qui risque de sombrer dans l'instabilité ou la fragmentation, reproduisant le scénario libyen après la chute de Kadhafi. Un pays sans État, livré aux milices et aux trafiquants. Tout dépendra des premiers mois. Chaque décision, chaque incident pourrait faire basculer la région d'un côté ou de l'autre. Le moindre affrontement, la moindre crise humanitaire pourrait servir de catalyseur à une escalade incontrôlable. On se souvient de la crise du Darfour, où l'incapacité des acteurs régionaux à s'entendre a débouché sur une tragédie de grande ampleur. Et si l'Afrique décidait de se libérer totalement de l'emprise occidentale pour façonner son propre destin ? C'est le pari provocateur de la junte militaire, aujourd'hui aux commandes en Guinée-Bissau. Après avoir claqué la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, elle affiche une ambition rare, bâtir un modèle de développement détaché des recettes occidentales et des dogmes internationaux. Première rupture spectaculaire, le rejet absolu des prêts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les autorités bissau-guinéennes dénoncent la conditionnalité occidentale, affirmant que les plans d'ajustement structurel n'ont fait qu'enfermer l'Afrique dans la dépendance et la misère. Désormais, plus question de suivre des injonctions dictées à Washington, à Paris ou à Bruxelles. Ce choix rappelle celui de la Tanzanie dans les années 70, lorsque Julius Nyerere avait tenté de bâtir un socialisme africain à rebours des modèles imposés de l'extérieur. La stratégie ?
miser sur l'autosuffisance et la transformation locale des ressources. Symbole de cette révolution, la noix de cajou dont la Guinée-Bissau est l'un des premiers producteurs du continent. Jusqu'à présent, la quasi-totalité était exportée brute vers l'Inde ou le Vietnam. Désormais, priorité à la transformation sur place, à la création d'emplois pour la jeunesse et à la montée en gamme de la filière. L'objectif, capter davantage de valeur ajoutée, renforcer la souveraineté économique et sortir du rôle de simple fournisseur de matières premières. Pour accélérer la construction de routes, de ponts et de réseaux d'irrigation, la junte mobilise l'armée nationale comme force de travail, suivant le précédent du Burkina Faso. Les soldats manient désormais la pelle autant que le fusil. Ce volontarisme national séduit une partie de la jeunesse, lassée des élites civiles et de leurs promesses trahies. On se souvient des chantiers de la jeunesse en Côte d'Ivoire dans les années 60 ou des grands travaux du Ghana sous Kwame Nkrumah. Ce modèle original, à la fois autarcique et militarisé, gagne en popularité. À Bissau, mais aussi à Bamako, Ouagadougou ou Niamey, une jeunesse frustrée rêve d'émancipation et d'un avenir enfin maîtrisé par les Africains eux-mêmes. L'idée d'un développement sans l'aide occidentale, où chaque pays construit ses infrastructures et transforme ses richesses, fait tache d'huile à travers la région. Des initiatives similaires ont émergé au Rwanda, où le gouvernement a misé sur la production locale pour réduire la dépendance aux importations. Mais la Guinée-Bissau prend un risque considérable. Le pays manque cruellement d'expertise technique, de capitaux et d'accès aux technologies modernes. La rupture avec les bailleurs internationaux prive le pays de financements essentiels. Sans investissement étranger ni partenaires solides, la menace d'un appauvrissement accéléré, de l'effondrement des services publics et de l'isolement international plane comme une épée de Damoclès. On se souvient du Zimbabwe qui, après avoir rompu avec les institutions occidentales, a connu une décennie d'hyperinflation et de crise humanitaire. Pour la population, l'enjeu est sans vital. Si le pari échoue, c'est la marginalisation et la misère qui s'annoncent. Mais si la stratégie fonctionne, c'est tout l'équilibre économique ouest-africain, façonné par l'Occident, qui pourrait vaciller. Ce serait une première depuis les indépendances, un véritable changement de paradigme. La rupture bissau-guinéenne ne laisse personne indifférent dans la région. Très vite, d'autres juntes militaires observent, hésitent, puis commencent à s'organiser. On assiste à la multiplication de réunions secrètes, de sommets informels, où l'on débat de la possibilité de créer une monnaie commune, d'unir les forces armées ou de mutualiser les ressources minières. Cela rappelle la naissance de l'Union européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque 6 pays décidèrent de mettre en commun leur production de charbon et d'acier pour garantir la paix et la prospérité. Le sort de l'Afrique de l'Ouest se joue maintenant sur des lignes de faille que nul n'aurait imaginées il y a encore quelques années. Les scénarios sont multiples. 1. La région bascule dans une nouvelle ère d'intégration souverainiste où chaque pays reprend le contrôle de ses ressources et de sa politique. 2. La fragmentation s'accélère, les alliances se font et se défont, et le risque de conflit armé augmente. 3. Un compromis finit par émerger, associant les avantages de l'intégration régionale à une plus grande autonomie des États. Sous-estimer la portée de la sortie fracassante de la Guinée-Bissau de la CEDEAO serait une erreur lourde de conséquences. Ce n'est pas un simple incident, ni une crise éphémère. C'est le signal d'un basculement décisif. L'ordre régional s'effrite, remplacé par un modèle souverainiste qui gagne du terrain à grande vitesse. Ce phénomène ne concerne pas seulement la Guinée-Bissau ou l'AES, mais toute l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà. Il ne s'agit plus seulement d'une vague de coups d'État, c'est une recomposition profonde. L'Afrique de l'Ouest, portée par de nouvelles alliances militaires, affirme sa volonté de contrôler ses ressources, ses choix économiques et de rompre avec la tutelle extérieure. Ce récit inédit fait écho dans toute la région, galvanisant ceux qui aspirent à une indépendance réelle. On observe déjà des manifestations de soutien au Burkina Faso, au Mali et même au Sénégal, où l'opinion publique se montre de plus en plus critique envers la présence française. Mais cette onde de choc ne s'arrête pas à la Guinée-Bissau. Elle fissure déjà l'équilibre régional et met la CEDEAO face à un risque historique de fragmentation. Pour les populations, le défi est vital. Stabilité politique, sécurité, croissance, mais aussi menaces d'isolement, d'accès restreint au marché et de crises économiques ou humanitaires aggravées. Des millions de personnes pourraient en voir leur quotidien bouleversé. Face à cette recomposition, il serait dangereux de rester simple spectateur. Comprendre les nouveaux rapports de force, c'est anticiper les mutations, voire y prendre part.
Les acteurs de la société civile, les entrepreneurs, les jeunes ont un rôle à jouer pour façonner l'avenir de la région. Il ne s'agit pas seulement de subir le changement, mais de le penser, de l'accompagner et d'en faire un levier de transformation positive. Ce qui se joue dépasse de loin la question des frontières ou des gouvernements. C'est l'avenir même de l'intégration régionale entre repli nationaliste et espoir d'une souveraineté assumée. Face à ce choix, subirez-vous le changement ou chercherez-vous à le façonner? Ce qui vient de se passer en Guinée-Bissau n'est qu'un prélude. D'autres observateurs ailleurs hésitent encore. Mais la dynamique de rupture ne fait que s'amorcer. L'histoire s'accélère et l'Afrique de l'Ouest, plus que jamais, se trouve à la croisée des chemins. Reste à savoir quel chemin elle choisira et qui écrira la suite de